Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement économique. Le module d'aujourd'hui portera sur un exemple de recherche expérimentale, plus précisément une étude d'efficacité thérapeutique. Donc c'est une étude évaluative dans laquelle ou bien au cours de laquelle on va administrer un antipaludique, à savoir l'artéméter, le mifentrine et l'artésunate amodiaquine. Ceci rentre dans le cadre des exemples que je vais donner pour illustrer la série des formations que nous avons réalisées. Donc, le titre intitulé ou l'intitulé de cette étude, c'est à la recherche d'un marqueur moléculaire de résistance à l'artémisinine. Et les conclusions de cette étude ont été publiées dans le Journal of Advances in Biology and Biotechnology sous le titre intitulé Détection de la mutation au niveau du codon 569 où l'alanine est transformée en glycine au niveau du gène K13 propeller après le traitement à l'artésunate amodiaquine. Donc, je vais vous proposer le plan suivant, mais avant, permettez-moi de vous rappeler que, comme toujours, c'est un travail collaboratif et les partenaires étaient les suivants. Il y a le Programme national de lutte contre le paludisme, il y a l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est l'occasion de faire un coucou au professeur Jean-Louis Ndiaye et au professeur Aliou Ndiaye, mais aussi une collaboration de l'Institut Pasteur du Cambodge. Et c'est l'occasion de faire un coucou à Didier Ménard. Et tout naturellement, le CERMES qui est représenté par ma modeste personne. Donc, en ce qui concerne le plan, c'est un plan classique d'un article, c'est la structure IMRAD, introduction, méthodologie, résultats, discussion. Donc, en introduction, je dirais que les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine sont les molécules les plus efficaces pour prendre en charge le paludisme non compliqué. Toutefois, en 2012, il y a eu une émergence de la résistance à l'artémisinine en Asie du Sud-Est, plus précisément dans le Mékong. Et cette résistance à l'artémisinine risque de compromettre l'élimination du paludisme. Cette résistance est associée à des mutations ponctuelles du gène K13 propeller et se traduit par une augmentation du temps de clairance parasitaire. Une récente étude a montré que une récente étude portant sur la cartographie mondiale du polymorphisme du gène K13 propeller a révélé plus de 100 mutations ponctuelles non synonymes. Cependant, la question qui se pose, ces mutations ponctuelles sont-elles la conséquence d'une pression de sélection ou bien l'expression d'un polymorphisme naturel? Autrement dit, ces mutations, est-ce qu'elles sont apparues à cause de la pression de sélection, à cause de la pression médicamenteuse, ou bien c'est un gène qui est naturellement polymorphe qui fait qu'il est changeant? Cette résistance est associée, cette étude évalue l'association entre les mutations ponctuelles du gène K13 propeller et la réponse au traitement à l'artéméter, lumefantrine et l'artésunate amodiaquine. La nature des mutations ponctuelles avant et après traitement est analysée comme preuve d'une sélection de résistance consécutive à une pression de sélection. Donc, en un mot, qu'est-ce que cela veut dire? En fait, une étude d'efficacité thérapeutique a été faite pour évaluer l'efficacité de l'artéméter, de lumefantrine et de l'artésunate amodiaquine. Les échantillons issus de cette étude, à savoir les échantillons d'échec et les échantillons provenant des patients ayant une réponse clinique et parasitologique adéquate, ont été séquencés pour essayer de voir quelles sont les mutations qui sont sélectionnées par le traitement
et quelles sont les mutations qui sont observées avant le traitement. Si on observe des mutations après le traitement, donc ces mutations sont la conséquence d'une pression de sélection. L'objectif de cette étude, c'est d'évaluer la relation entre l'échec thérapeutique et les mutations ponctuelles du gène 4S par la technique de PCR séquençage. Donc, je vais insister un peu sur la méthodologie. Le premier volet, c'est de voir quelle est l'efficacité de ces deux antipaludiques. Et le deuxième volet de cette étude, c'est d'essayer de voir quelles sont les mutations qu'on peut observer par la technique de PCR séquençage avant le traitement et après le traitement au niveau des souches résistantes. Donc, d'un point de vue méthodologique, un essai clinique randomisé a été fait. Cet essai clinique randomisé a deux bras ouverts, un bras pour l'artéméthor-lumefantrine et un bras pour l'artésunate amodiaquine. Le protocole OMS de suivi de 42 jours a été utilisé. L'étude a été réalisée au niveau du site Sentinelle de Gaïa en 2011. Et 161 échantillons d'ADN comprenant 146 AJ0 et 15 échantillons d'échecs ont été analysés. L'extraction de l'ADN a été faite grâce au kit Qiagen. Une PCR, une nested PCR, autrement dit la succession de deux PCR ont été réalisées, ce qu'on appelle en français une PCR nichée. Autrement dit, on fait une première PCR et puis on va faire une deuxième PCR avec les amplicons de la première PCR, ce qui permet d'obtenir assez d'ADN. L'électrophorèse a été faite sur gel d'agarose à 2% et puis le séquençage a été fait au niveau de la firme Macrogène de Corée. Quels sont les résultats? Ensuite, concerne les résultats de l'étude d'efficacité thérapeutique. Ici, nous avons le diagramme de flux qui nous montre que 370 patients ont été inclus dans cette étude. 211 ne sont pas inclus pour diverses raisons, soit du paludisme grave, soit une infection qui n'est pas spécifique à Plasmodium falciparum, soit l'infection due à d'autres infections ou bien grâce à des comorbidités. Dans le bras AL, il y a 79 patients qui ont été inclus et dans le bras AZAC, artésunate amodiaquine, il y a 80 patients qui ont été inclus dans l'étude. L'efficacité thérapeutique, autrement dit la réponse clinique et parasitologique adéquate, était de 94,8% pour le bras AL et 97,1% pour le bras AZAC. En ce qui concerne les échecs thérapeutiques, il y a 1,5% d'échecs thérapeutiques précoces pour l'artéméthor-lumefantrine, 1,7% d'échecs cliniques tardifs pour l'artéméthor-lumefantrine, 1,7% d'échecs parasitologiques tardifs. Pour ce qui est de l'artésunate amodiaquine, on a observé essentiellement d'échecs parasitologiques tardifs avec une prévalence de 2,9%. L'efficacité de la PCR était de 100%. Autrement dit, tous nos échantillons ont pu être amplifiés en PCR. Quant à l'efficacité du séquençage, il est de 99,9%. Donc, ça veut dire qu'il y a eu tout simplement, je pense, à peine un échantillon qui n'a pas pu être séquencé. 5 mutations ont été mises en évidence, dont 3 mutations non synonymes. Il s'agit de la mutation au niveau du codon 528, 569 et 637. Et 2 mutations synonymes, ce sont les mutations au niveau du codon 469 et 613. Dans ces 5 mutations, 4 mutations ont été observées avant le traitement. Et parmi ces 4 mutations, il y a 2 qui sont non synonymes et 2 qui sont synonymes. Et comme ce sont les mutations non synonymes qui sont les plus importantes, ce sont les mutations au niveau du codon 528 et 637. Dans le cadre de cette étude, une mutation a été sélectionnée par le traitement. Et il s'agit de la mutation
du codon 569 où l'alanine est transformée en glycine. Après cette observation, nous avons essayé de faire l'étude du polymorphisme génétique en utilisant le marqueur de polymorphisme MSP1 et MSP2 et nous nous sommes rendus compte qu'il s'agit d'une sélection intra-hôte, autrement dit d'une sélection médicamenteuse. Et cette mutation, elle a été sélectionnée par le traitement artésunate amodiaquine. L'artéméter lumefantrine n'a sélectionné aucune mutation. Ici, nous avons le diagramme de flux. En ce qui concerne l'ADN, pour ce qui est du bras AL, voilà ce qu'on observe. Et pour ce qui est du bras AZAC, voilà la mutation qui a été sélectionnée. C'est la mutation au niveau du codon 569. En discussion, nous dirons que le gène K13 propeller est un marqueur de résistance à l'artémisinine découvert en 2013 par une équipe de l'Institut Pasteur. Ce gène est situé sur le chromosome 13 et code pour une protéine de structure semblable à une hélice à 6 pales. Donc voilà la structure du gène K13 propeller. C'est une hélice où il y a 6 pales et les pales ont des couleurs différentes. Ici, la couleur violette, la couleur verte, la couleur jaune, la couleur bleue, la couleur orange et puis la couleur rouge. Voilà les 6 pales du gène K13 propeller. Ce gène agirait dans la régulation cytoprotectrice et l'adaptation au stress oxydatif. Autrement dit, lorsque ce gène est présent, lorsqu'il y a des mutations qui interviennent dans la résistance, donc il lutte contre le stress oxydatif et empêche la cellule de mourir malgré l'administration de l'artémisinine. Divers travaux ont étudié la variabilité du gène K13 propeller, dont l'étude KARMA qui a montré un grand polymorphisme de ce gène. En effet, cette étude a révélé 108 mutations ponctuelles, dont 9 étaient les plus fréquentes. En Asie du Sud-Est, les mutations fortement associées à la résistance in vivo et in vitro à l'artémisinine sont les suivantes. Il s'agit des mutations au niveau du codon 493, 539, 543 et 580. En Afrique, 22 mutations ponctuelles ont été décrites, dont 7 mutations non synonymes. Et les mutations non synonymes qui ont été mises en évidence sont les suivantes. Il s'agit de la mutation au niveau du codon 557, 566, 569, 576, 578, 589 et 630. Au Niger, une précédente étude sur le polymorphisme du gène K13 propeller a mis en évidence 13 mutations ponctuelles, dont 8 qui sont spécifiques du Niger. Et les voilà, ce sont les mutations au niveau du codon 472, 558, 563, 570, 615, 488, 510 et la mutation au niveau du codon 630. En conclusion, nous disons que cette étude documente pour la première fois la présence de la mutation du gène K13 propeller situé au niveau du codon 569 et transformant la ligne en glycine qui est sélectionnée par l'artésunate amodiaquine. Et il s'agit d'une sélection intra-hôte sous pression médicamenteuse. La question qui se pose est que cette mutation serait-elle la mutation clé conférant la résistance à l'artémisinine? Cette étude montre à la fois un polymorphisme naturel du gène K13 propeller, mais aussi une sélection exercée par la pression médicamenteuse. Des études de mutagénèse, en particulier des méthodes utilisant la technique de CRISPR-Cas9 et la technique de Zinck-Finger nucléase, seraient nécessaires afin de confirmer le rôle de cette mutation. Il faut aussi dire que des études de génomique fonctionnelle sont nécessaires pour le confirmer. Les travaux de cette étude ont été publiés dans un livre intitulé Advances and Trends in Biotechnology and Genetics au niveau du chapitre 4. Vous pouvez trouver ces travaux sur Internet.
Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre des exemples qui vont illustrer le cours de méthodologie de recherche que nous avons réalisé. On se donne rendez-vous pour un autre exemple et n'hésitez pas à partager cette présentation, n'hésitez pas à la liker et surtout n'hésitez pas à vous abonner parce que dorénavant, nous n'allons plus partager les vidéos. Nous souhaiterons que les uns et les autres s'abonnent pour recevoir automatiquement nos publications. Sur ce, nous vous remercions infiniment. Soutenez votre chaîne, soutenons cette communauté de réflexion afin de former les futurs scientifiques du Niger qui vont répondre aux principales questions de développement qui se posent à notre pays. Sur ce, je vous remercie.